Alors, nous vous avons invité, Esqualité, pour que vous nous parliez de l'euro. Et avant que nous développions tout le problème de cette monnaie, alors on pourrait bien sûr discuter en long, en large de la théorie de la monnaie, mais ça nous emmènerait trop loin. Restons spécifiques vis-à-vis de l'euro. Il serait bon que nous rappelions aux auditeurs la genèse de cette monnaie. Ça a commencé peut-être bien avant 75 avec l'écu, le serpent monétaire européen. Est-ce que vous pourriez nous en parler ? Oui, le souci des responsables de l'économie française, au gouvernement ou dans l'administration, c'était la faiblesse répétée du franc. C'est-à-dire que le franc se dépréciait assez régulièrement, et notamment vis-à-vis du Deutschmark, la monnaie allemande. Et cette force du Deutschmark, je crois, faisait l'envie de nos dirigeants, ainsi probablement que des milieux financiers français qui souhaitaient faire de Paris une grande place financière internationale. Plutôt que de procéder à des dévaluations occasionnelles ou périodiques, il y a eu de plus en plus, peut-être sous la présidence de Giscard d'Estaing, une volonté de fixer les choses et de maintenir une parité fixe du franc par rapport au Deutschmark, pour en quelque sorte bénéficier de la force du Deutschmark et l'appliquer ainsi à l'économie française et particulièrement à son secteur financier. Alors, avant que nous entamions cet aspect de discuter de cet aspect des choses, il y a essentiellement le problème de l'inflation. C'est-à-dire, vous avez beaucoup d'économistes qui sont des ennemis, je dirais, viscéraux de la notion d'inflation qu'ils considèrent comme une très mauvaise chose. Alors, le Deutschmark a connu des inflations absolument galopantes après la guerre, et quant à la France, eh bien, ceux qui se souviennent de la période des années 60-70 se souviennent de comment ça fonctionnait, c'est-à-dire qu'il y avait une dévaluation tous les 5 ou 6 ans, et un taux d'inflation qui disons, se situer parfois aux alentours de 6, 7, 8, 9, 10%. C'est même aller plus loin que cela. Dans le sillage de la crise dite pétrolière du milieu des années 70 et de la fin des années 70, où là, on a même eu de l'inflation à 2 chiffres, comme on disait. 12-13%. C'est ça. Mais est-ce que cette inflation est toujours mauvaise, au sens que, si vous voulez, on simplifie la comparaison entre la non-inflation et l'inflation galopante en disant que la non-inflation favorise les rentiers, tandis que l'inflation forte favorise ceux qui ont un point de vue plus dynamique. Oui. Il faut nuancer en effet, parce que nous avons connu pendant toutes les années dites des 30 glorieuses de forte croissance économique française d'après-guerre. Nous avons connu une monnaie qui se dépréciait régulièrement, mais légèrement. Les taux d'inflation étaient inférieurs aux 5 ou 6% que vous citiez tout à l'heure. Et cela n'empêchait pas, peut-être même au contraire, d'avoir une forte croissance en termes réels, c'est-à-dire en termes de volume de la production, en termes de biens et services disponibles pour les ménages. Mais alors justement, pour cette question d'inflation, on peut dire que trop d'inflation est mauvais. C'est-à-dire, si on a une inflation à 20%, ça peut être considéré comme catastrophique parce que l'argent ne reste pas dans les portefeuilles. Si on a une inflation à 10%, c'est beaucoup. Si on a une inflation à 5, 6, 7%, c'est très convenable. C'est à peu près l'état du dollar, si je ne m'abuse. Le dollar est 5-6%. Oui, ça dépend des moments, parce que ça varie évidemment dans le temps. Mais il est vrai dans la période récente. Oui, dans la période récente, c'est en dessous même de cela, je crois. Donc, il est vrai que une très forte inflation pose des problèmes parce qu'il faut réajuster les calculs économiques en permanence. Donc ceux qui ne sont surpris par les évolutions de l'inflation risquent de perdre. Donc ça ralentit les transactions, ça rend la gestion plus hasardeuse. Mais un peu d'inflation n'a pas empêché, encore une fois,
de fortes performances économiques en termes réels, c'est-à-dire inflation déduite. Alors je vous pose la question en tant que béotien, mais ceci est très pertinent vis-à-vis de l'euro, parce que l'euro a été un choix. Précisément, un des facteurs de ce choix, c'était pour essayer de supprimer autant que faire se peut l'inflation qui était celle du franc dans les années 60-90. Oui, mais j'ajouterais non seulement du franc, mais c'était un problème général des économies développées. Encore une fois, lié plus ou moins à cette question de crise pétrolière. Et donc les États-Unis aussi avaient une inflation élevée à cette époque que le plan Volcker de 1979 a cassé, au prix d'une récession d'ailleurs. Donc le problème général au début des années 80, c'était comment se débarrasser de l'inflation à deux chiffres. Très bien, mais alors, si vous regardez les pays développés, en quelque sorte, prenons l'exemple du Japon. Le développement économique fantastique du Japon qui a suivi la Deuxième Guerre mondiale a coïncidé avec une période de forte inflation. Et aujourd'hui, le Japon est à une inflation zéro. Et il est dans une situation de dépression. Alors, là encore, si vous descendez en dessous de zéro, vous n'avez plus d'inflation, mais vous avez de la déflation. Et est-ce que la déflation n'est pas pire que l'inflation ? Absolument. C'est un grave problème. Pourquoi ? Parce que si les prix se mettent à baisser, ce qui est la définition de la déflation, les prix baissent en niveau absolu. Il y a donc un taux d'inflation négatif, en quelque sorte. À ce moment-là, toutes vos dettes qui ont été fixées dans une monnaie qui avait un plus fort pouvoir d'achat, vos dettes sont augmentées en termes réels, en termes de votre capacité à la rembourser, puisque les prix baissent et parmi les prix, les salaires baissent. Donc les revenus baissent. Et les dettes, elles, ne changent pas. Donc est-ce que si je disais de façon très sommaire que l'inflation bénéficie aux personnes qui sont endettées et, disons, pénalise ceux qui ne sont pas endettés, est-ce que je me trompe énormément ? Non, non, tout à fait. Il y a un effet de redistribution de l'inflation qui est favorable à ceux qui se sont endettés. Et alors en particulier, les jeunes qui s'endettent beaucoup pour s'acheter des logements, pour s'installer dans la vie, sont des personnes qui sont favorisées par un minimum d'inflation, alors que les rentiers ou les personnes qui n'ont pas besoin d'emprunter, eux, disons, préfèrent la non-inflation, en quelque sorte. Certes, absolument. Donc c'est un schéma très schématique, mais c'est pour dire que l'inflation n'est pas quelque chose d'aussi catastrophique que l'on peut l'imaginer, à condition qu'elle reste dans des degrés raisonnables. Je dirais 4-5% de ce temps. Il faut qu'elle soit modérée. Oui. Et alors, en particulier, il y a aussi un deuxième aspect des choses, c'est, je vais parler des personnes qui empruntent. Alors, une personne qui va emprunter à un taux de 3%, lorsqu'il y a une inflation de 1%, sera dans une situation très pénible parce que ses salaires vont augmenter très lentement. Parce que ne serait-ce que s'ils suivent l'inflation, et il va donc, pour acheter une maison, par exemple, devoir emprunter pendant 30 ans, par exemple, et pratiquement toujours payer la même proportion, ou peu s'en faut, de traite sur son salaire. Tandis que une personne qui possède cela n'a pas ce genre de problème, mais par contre, il risque d'être pénalisé s'il paie des taxes sur le capital. Alors, le fameux ISF, par exemple, qui va jusqu'à 1,5% du montant du capital dont les personnes disposent, pour ceux qui sont très riches, bien sûr, peut être aussi une situation extrêmement pénalisante si le taux de l'ISF est supérieur à celui de l'inflation. Je crois que, pour simplifier, si vous voulez, il faut retenir que l'inflation en soi n'est pas toujours mauvaise si elle reste modérée. Quand elle atteint des niveaux très élevés, elle rend les calculs économiques concernant l'avenir très difficiles. Et alors aujourd'hui, professeur Rosa, est-ce que vous estimez que le taux d'inflation en France avec l'euro qui est de l'ordre de 1 ou 1,5% est trop bas ? Actuellement, la préoccupation des autorités monétaires, y compris de la Banque centrale européenne, c'est effectivement le risque que nous allions vers la déflation.
Et ceci serait absolument catastrophique. Alors, la déflation est très dangereuse, nous l'avons évoqué précédemment, parce qu'elle enclenche un mécanisme cumulatif. Autrement dit, le montant de vos dettes est fixé en termes nominaux, il ne change pas, mais vos revenus et les prix se contractent. Donc, les agents économiques choisissent de dépenser le moins possible parce qu'ils s'attendent à ce que demain les prix soient plus bas encore. Tout ceci contribue à contracter l'activité économique. Ça contracte donc les revenus. Or, c'est avec une fraction des revenus que l'on rembourse ses dettes. Donc, le remboursement des dettes devient de plus en plus difficile au fur et à mesure que la déflation se poursuit. Mais alors donc, voilà un problème économique qui me paraît très intéressant. Entre la déflation, qui est calamiteuse, et l'inflation très élevée, qui est aussi calamiteuse, où se situe le juste milieu? Nous ne le savons pas avec une très grande précision. Mais encore une fois, par expérience, nous savons que dans des économies qui connaissent 2, 3, 4, 5% d'inflation par an, il n'y a pas de problème majeur du seul fait de l'inflation. Donc, en gros, vous estimez, à la louche, en quelque sorte, que le taux d'inflation optimal se situerait entre 2 et 5%. Oui, encore une fois, nous n'avons pas d'éléments de calcul très très précis. Il y a des théories de l'optimum d'inflation, mais elles sont malgré tout très schématiques. Bon, en tout cas, pour revenir à cette situation, vous avez une France avec des dévaluations. Les dévaluations, c'est évident, c'est pour ceux les jeunes qui n'ont pas encore l'expérience d'avoir connu cette situation, eh bien, c'est le gouvernement qui décide d'un seul coup que la monnaie va perdre de sa valeur par rapport aux autres monnaies de référence. Alors, les monnaies de référence, lorsqu'on n'en fait pas partie, ça serait typiquement le dollar ou les matières premières, c'est-à-dire l'or. On va décider d'un seul coup que la référence qui était le franc par rapport au dollar, la Banque de France va échanger un dollar en baissant par exemple de quelques pourcents le taux d'échange. Et ça, c'est dans un système de taux de change fixe. C'est-à-dire que le gouvernement a lui-même décidé de fixer le prix de la monnaie nationale par rapport à d'autres monnaies nationales. Le dollar, le Deutschmark, la lire italienne, etc. Et donc, dans un système de change fixe, le gouvernement est appelé, lorsque c'est nécessaire, à modifier la parité. Mais il y a un autre système ou un ensemble d'autres possibilités qui sont des parités flexibles. Oui, bon, alors je pense que nous tombons dans des questions un peu trop techniques, mais disons, en gros, pour simplifier, la France dévalue régulièrement dans les années 60-90 et l'Allemagne, au contraire, est extrêmement vertueuse et a très peu d'inflation. Et les politiques qui cherchent à construire l'Europe, eh bien, se disent que ça serait bien de devenir un peu comme l'Allemagne, et c'est là où apparaissent un certain nombre de systèmes destinés à faire converger les monnaies les unes vers les autres. Donc, c'est l'écu. On pense à l'écu d'or du Moyen-Âge, mais ce n'est pas cela, c'est European Currency Unit, c'est-à-dire l'unité de monnaie européenne. Et je m'excuse pour le cochon de Radio Courtoisie, c'est un terme anglais qui a été traduit par un résumé écuf qui a l'air un peu plus français. Et le serpent monétaire européen, pourriez-vous, professeur Rosa, nous rappeler en quelque sorte quelles sont ces notions ? Oui, donc nous sommes dans les années 70, on vient de subir le choc pétrolier, l'inflation a augmenté dans tous les pays industriels, elle est passée à une inflation à 2 chiffres, donc c'est un peu trop. Les gouvernements essaient de lutter contre cette inflation, et d'où la vogue à l'époque des théories monétaristes qui visent à réduire considérablement, voire à éliminer l'inflation. Donc à l'époque, il apparaissait comme une bonne politique de lutter par tous les moyens contre l'inflation. Alors dans ce combat, les pays qui avaient le moins d'inflation, comme l'Allemagne par exemple, apparaissent vertueux. Je conteste le terme de vertueux parce qu'il n'y a pas de vertu particulière. Ici, ce n'est pas une question de morale, c'est une question d'équilibre économique. Mais bref, l'Allemagne avait moins d'inflation que les autres, d'où l'idée, si nous fixons
notre monnaie dans sa valeur par rapport aux marques allemandes, Deutschmark, eh bien, nous aurons la même inflation qu'en Allemagne. Ça va nous aider dans la lutte anti-inflationniste. C'est la même stratégie que celle de certains pays d'Amérique du Sud qui décident d'arrimer leur monnaie par rapport au dollar. Tout à fait. Alors, à la limite, ça donne même une fixité complète du prix d'une monnaie par rapport à une autre. Et c'est l'expérience qu'ont fait ces pays d'Amérique du Sud. Mais en tout cas, pour la France, ça ne s'est pas passé tout de suite comme cela. Non, parce que en réalité, toutes les monnaies continuaient à fluctuer et on s'est aperçu qu'il était impossible de fixer la valeur de la monnaie par rapport à une autre monnaie qui était le Deutschmark. Oui, parce que essentiellement, ce sont les opérateurs bancaires qui font des opérations de change, qui définissent la valeur des objets par un système libéral d'offre et de la demande. Enfin, oui, il y a un marché d'échange. À partir du moment où on est sorti d'un système de change fixe dans lequel le gouvernement garantit qu'il échangera des francs contre des Deutschmark à un prix fixe, eh bien le prix devient une variable. Et alors c'est là où le serpent monétaire est apparu. Alors Absolument. Le serpent monétaire, en fait, on garantissait que les fluctuations, par exemple, des monnaies par rapport à l'ECU, l'EQ, eh bien devaient respecter un certain pourcentage maximum de... Oui, parce qu'il s'est avéré très vite qu'il était impossible de maintenir une fixité complète. Donc les opérateurs, vous citiez, continuaient à faire des arbitrages sur les marchés, donc les taux de change fluctuaient. Alors les gouvernements ont essayé de contenir ces fluctuations autour d'une valeur centrale, c'était le serpent. Et donc, à partir de cela, cette fluctuation faisait que si une des monnaies arrivait à la partie basse de la fourchette, eh bien, elle était plus ou moins forcée à la dévaluation. C'est arrivé, je crois, une fois. Oui, mais surtout, la conséquence pratique a été que les gouvernements ont été contraints progressivement d'élargir les marges de fluctuation. Oui, parce que ça devenait ingérable. Parce que ce n'était pas gérable. On n'arrivait pas à maintenir les taux de change à l'intérieur de ce couloir, à l'intérieur du serpent. Et donc, finalement, le système a perdu sa raison d'être parce que, en élargissant les marges de fluctuation, on en revient à un système de fluctuation libre. Oui, alors donc dans cette situation, eh bien petit à petit est arrivée l'idée de la monnaie unique. Et ça date essentiellement, les premiers pas vers la monnaie unique datent de 1995, je crois. C'est 92 avec le traité de Maastricht. Le traité de Maastricht. Alors le traité de Maastricht avait dans ses clauses l'instauration d'une monnaie unique. Mettre en place une monnaie unique, puisque au fond le constat était le système monétaire européen. Ça n'a pas été reconnu officiellement, mais c'était bien compris par l'ensemble des responsables. Système monétaire européen, ça ne marche pas. On a été obligé d'élargir les marges, c'est-à-dire de retourner à des prix flexibles de la monnaie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour arriver à maintenir une monnaie aussi au niveau du Deutschmark, aussi forte que le Deutschmark? Et finalement, la solution extrême a été adoptée, c'est-à-dire on va supprimer toutes les monnaies nationales et les remplacer par une seule monnaie. Et là, on est sûr qu'il n'y aura plus de fluctuations entre les pays. Alors, je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent le libre journal des sciences et des techniques sur Radio Courtoisie, où nous avons le privilège ce soir de recevoir le professeur Jean-Jacques Rosa, auteur de l'Euro, comment s'en débarrasser, édité chez Grasset. Et le titre de notre émission, cela veut tout dire en fait, c'est la catastrophe de l'euro. Alors pour le moment, dans notre propos, l'euro n'est pas encore une catastrophe, il est en passe d'être créé. C'est-à-dire, c'est après les années 92, le traité de Maastricht, et les gouvernements s'emploient à poser les bases pour créer l'euro. Alors, d'une certaine façon, avant que nous rentrions dans le vif du sujet, c'est-à-dire la création de l'euro, on pourrait se poser la question si le fait de vouloir empêcher ces fluctuations est vraiment économiquement viable. Parce que les fluctuations entre les différentes monnaies représentent en quelque sorte les estimations de valeur marchande des différentes économies, des différentes gestions des États qui, créent ces monnaies par l'intermédiaire de leur banque centrale.
Et donc, si par exemple un pays n'a pas la même politique qu'un autre, eh bien sa monnaie pourra monter ou diminuer suivant disons l'appréciation des différentes banques centrales, suivant une méthode d'appréciation purement libérale. Est-ce que l'idée de dire on va tout casser ce système d'offres et de demandes pour obliger à une parité fixe ne paraît pas dès le départ une utopie? Disons que les dévaluations ou les appréciations d'une monnaie nationale par rapport à d'autres monnaies ont une raison d'être. Ça n'est pas, comme certains le croient, uniquement des joueurs qui essaient de gagner de l'argent sans qu'il y ait de raison économique profonde. Non, ça correspond à des différences d'évolution des prix, essentiellement, prix et productivité, entre les pays. Pourquoi ? Si vous êtes dans une économie où il y a des échanges, il y a des importations et des exportations, pour que des industries nationales soient viables, il faut que le prix de leurs produits soit au voisinage du prix des produits semblables dans les autres pays. Si vous êtes 15% au-dessus des prix de vos concurrents, votre industrie ne va pas durer très longtemps. Elle va être sinistrée. Donc il faut que les prix de produits semblables soient comparables. Or, si vous avez beaucoup plus d'inflation dans votre pays qu'à l'étranger, le prix de vos produits en monnaie nationale va augmenter. Et donc, automatiquement... Plus qu'à l'étranger. Donc, si vous voulez survivre, il faut corriger cette différence de prix. Et c'est à cela que servent les variations de change. Alors, la plupart des dévaluations ne sont pas nécessairement souhaitées. C'est-à-dire, vous avez ce qu'on appelle les dévaluations compétitives, c'est-à-dire un gouvernement décide de déprécier sa monnaie et il peut déprécier sa monnaie de la façon suivante. Si, par exemple, il a d'énormes réserves de change, ce serait par exemple le cas de la Chine qui possède d'un très confortable portefeuille en dollars, le yuan, qui est la monnaie chinoise, peut être fixé quasiment arbitrairement. C'est-à-dire que d'un seul coup, la Banque centrale chinoise va dire « j'échange tant de yuan pour $1 », par exemple. Bon, à ce moment-là, ils le font. Et il n'y a aucun autre pays qui peut s'y opposer parce que la Banque centrale chinoise a suffisamment de dollars pour imposer sa politique. Dans un autre cas, dans un pays qui a très peu de réserves de change, ça lui est imposé par le marché international. Mais avant d'en venir là, avant d'en venir aux interventions des gouvernements, il faut d'abord bien comprendre qu'il peut y avoir des modifications des taux de change qui visent simplement à équilibrer les conditions de la concurrence. C'est-à-dire à incorporer ces différences d'inflation entre deux pays, de façon à ce que le prix de produits comparables soit le même sur les deux marchés. Et si ce n'est pas le même, eh bien ça aboutit soit si le prix diminue à une augmentation des ventes, soit si le prix augmente à une perte. Et Absolument. On a vu cette situation de façon très classique entre Boeing et Airbus. En particulier, les Boeing et Airbus fabriquent tous les deux des avions pour les compagnies d'aviation. Souvent, ces avions sont différents, bien sûr, mais ils sont très comparables en performance. Et c'est tantôt Boeing qui gagne, tantôt Airbus qui gagne, en fonction du prix auquel sont vendus des avions comparables. Oh. Et bien entendu, cette situation est très dépendante du taux respectif de l'euro contre le dollar. Oui, le taux de change, sa fonction première, c'est d'équilibrer les conditions de la concurrence entre deux industries situées dans des pays où les inflations ne sont pas les mêmes. Alors, ça n'est qu'après que les gouvernements peuvent éventuellement, par rapport à cet équilibre, à ce taux de change d'équilibre, les gouvernements peuvent ensuite essayer d'intervenir pour accentuer l'avantage des industries nationales à leur profit. Mais il faut bien voir que, et c'est à ce moment-là qu'on peut parler de dévaluation compétitive.
et de dumping de change. Ça n'est que par rapport à une situation d'équilibre. Mais on peut être aussi très loin d'équilibre. Alors en général, l'équilibre se fait petit à petit par les échanges entre les différentes monnaies par l'intermédiaire des banques qui achètent du dollar ou qui vendent de l'euro réciproquement. Et au bout d'un certain temps, par exemple, la tension peut devenir telle que lorsqu'on est dans un système contraint comme le serpent monétaire, eh bien, on sort du serpent où on est obligé de demander un élargissement des marges. Et ça a eu lieu plusieurs fois entre 92 et 98. Et au bout d'un certain temps, les gouvernements européens ont dit, bien, très bien, on va faire l'euro. Et cet euro s'est créé dans les faits. En fait, les billets en euros sont apparus en 2002, si je ne m'abuse. Oui, mais l'euro lui-même a été créé en 1999. C'est cela. Alors cette date, c'est la date de la création de l'euro. Et à cette époque, vous avez beaucoup de gouvernements, de lobbies qui ont crié victoire en disant c'est une victoire pour l'unification de l'Europe. Bientôt, à partir de 2002, on utilise les mêmes billets pour dépenser son argent en France, en Allemagne, en Espagne. Alléluia, tout va bien dans le meilleur des mondes. Mais cet optimisme, cette euphorie, qui est traduit en fait simplement une simplification des échanges. C'est-à-dire, c'est clair que lorsqu'on allait en Allemagne autrefois, on était obligé d'acheter du Deutschmark et de le revendre en revenant. Le fait est que le fait d'avoir des euros, ça simplifie. Et de la même façon, des industriels peuvent facturer leurs prestations en euros indépendamment des frontières. Alors, bien, il faut quand même relativiser ça, parce que, si vous voulez, l'échange, les transferts bancaires, entre une banque allemande et une banque française ne sont pas nécessairement aussi faciles qu'à l'intérieur de la France, par exemple, pour simplifier. Il y a quand même des frontières qui restent. Eh bien, au début, on s'est dit, c'est une situation magnifique. L'euro va nous sauver de tous les inconvénients qui étaient ceux que nous avons connus avant dans un système d'inflation et tout à fait variable entre les différents pays. Et, disons-le clairement, l'euro est d'abord une version du Deutschmark, puisqu'il faut bien se rappeler aux auditeurs que la valeur d'un euro a été fixée par rapport au Deutschmark à exactement 2 Deutschmark. Tandis que la valeur de l'euro lors de sa création par rapport au franc, c'était 6,55, enfin un calcul assez compliqué. Alors on disait oui, effectivement, vous avez en gros 3 euros pour 20 francs, un peu de choses près. Enfin bon, c'était un calcul qui permet. Et beaucoup de gens se sont cassés la tête. D'ailleurs, je dirais même qu'il est arrivé des situations très regrettables. On parle du retraité à la campagne qui s'est suicidé parce que d'un seul coup, il a vu sa retraite libellée en euros alors qu'avant, elle était libellée en francs et ça diminué par 3. Alors il s'est dit, je suis volé, sans parler de toutes les vieilles dames, et il n'y a pas que les vieilles dames d'ailleurs, les vieux messieurs aussi, qui n'arrivaient pas à faire le calcul de transférer l'euro en francs. Oui, mais il faut bien voir que ce qui a changé fondamentalement, ce qui était le plus important, c'était que les Allemands tenaient, à juste titre d'ailleurs, à la force de leur monnaie nationale. Deutschmark était une monnaie forte, c'est-à-dire c'était une monnaie qui se dépréciait peu par rapport aux autres monnaies. Et ils ont mis comme condition à la création de l'euro, c'est-à-dire à leur abandon du Deutschmark, le fait que la gestion de la nouvelle monnaie serait aussi rigoureuse que celle du Deutschmark. Et en tout cas, installée en Allemagne, avec la Banque européenne qui est installée à Francfort. Oui, c'est l'aspect géographique, mais surtout dans l'aspect fonctionnel. Ils ont imposé que la future gestion de la monnaie unique serait une gestion rigoureuse. Donc, ce devait être un euro fort qui remplaçait le Deutschmark fort. Et c'est ça qui, initialement, a créé le problème, car on allait désormais appliquer à la France, à l'Allemagne, à l'Italie, à l'Espagne, une gestion monétaire à l'allemande,
c'est-à-dire une gestion monétaire restrictive, là où ces pays, auparavant, avaient l'habitude de gestion monétaire plus laxiste. Oui, mais ça a posé toutes sortes de problèmes différents, parce que, en fin de compte, les pays n'avaient pas, enfin les différents pays d'Europe, je citerai l'Allemagne, la France, les Pays-Bas, l'Italie, ceux qui sont rentrés dans la zone euro, eh bien, n'avaient pas du tout le même système d'imposition, la même tradition industrielle, le même fonctionnement économique. Et on a d'un seul coup greffé sur tous ces pays à la fois le Deutschmark sous une forme camouflée, parce que ça s'est appelé l'euro. Alors il faut aussi rappeler à nos auditeurs que, par exemple, l'écu n'était pas bien vu en Allemagne, parce que l'écu, ça se traduit d'IQ, c'est la vache. Donc les gens disaient l'écu, c'est pas bien choisi. Et il a fallu d'ailleurs réfléchir pour trouver un nom de monnaie commune. Et ce nom, ça a été l'euro. Et 1 euro, pour 2 Deutschmark. Et ensuite, voilà, on a le Deutschmark bis qui devient notre monnaie. Au début, donc, je me souviens qu'il y avait des hommes sandwich avec des étoiles du drapeau européen qui disaient « Vive l'euro ». Enfin, il y avait une publicité extraordinaire pour ça. Mais malgré tout, on commence à voir d'un seul coup cette monnaie unique et les premiers inconvénients commencent à apparaître. Alors d'abord, la valeur par rapport aux autres monnaies internationales. Alors quoi qu'on puisse en dire, la monnaie de référence universelle, parce que c'est comme ça, c'est le dollar. Le dollar, c'est considéré comme la monnaie de base dans le monde entier, parce que c'est l'économie la plus forte, c'est certainement cette monnaie de référence. Alors, au début, 1 euro égale 0,86 $, je crois. Et peu de temps après, 1 euro égale 1,20 $. Ça a mis, ne serait-ce que quelques années, c'est-à-dire au début, la valeur de l'euro par rapport au dollar était, disons, 1 euro valait 0,86 $. Et maintenant, c'est monté jusqu'à 1,37, 1,38 avant de baisser aujourd'hui. Mais je crois qu'il faut remonter avant cela. Entre 92, où on accepte le principe, avec le traité de Maastricht, de créer une monnaie unique en 1999. Et 1999, date de création effective de l'euro, les pays autres que l'Allemagne, et notamment en Europe du Sud, ont été obligés de préparer leur économie à l'entrée dans l'euro. Qu'est-ce que ça voulait dire ? Ça voulait dire qu'ils devaient satisfaire à des critères d'inflation réduite, de déficit budgétaire réduit, de façon à rassurer les Allemands pour leur dire « oui, nous sommes capables d'adopter une gestion restrictive comme vous. Et donc, une fois que l'euro sera mis en place, nous serons d'accord pour continuer à gérer un euro fort qui remplacera le Deutschmark fort. » Et ceci a produit, en France en particulier, des conséquences économiques très négatives, avec une crise entre 1995 et 1999, une récession, augmentation du chômage. Et c'est à ce moment-là, devant les conséquences de ce qu'était la préparation pour satisfaire aux conditions d'entrée de l'euro, que personnellement, j'ai commencé à m'interroger très sérieusement sur le bien fondé de cette politique. C'est-à-dire que ce qui est assez effrayant dans le système, c'est qu'on regarde la situation de l'Allemagne qui impose son moule aux autres pays. Et c'est extrêmement difficile, et je ne sais même pas si c'est possible, pour simplifier, ne parlons pas de nous-mêmes, à un Italien de devenir du jour au lendemain germanique, c'est-à-dire la gestion des entreprises en Italie n'est pas la même que celle en Allemagne, et si on veut d'un seul coup arriver à une convergence, on n'y arrive pas. Alors en France, ça a provoqué des problèmes, mais malgré tout, les gouvernements ont décidé d'y aller, en quelque sorte. Et il faut bien voir qu'il y avait là une interprétation biaisée des faits, parce que dans le cas de l'Italie, on nous dit toujours que l'Italie a une gestion de politique économique laxiste,
critiquables, etc. Et notamment parce qu'il y avait des dévaluations répétées de la lire italienne par rapport à d'autres monnaies, comme le Deutschmark ou le dollar, etc. Mais quand on regarde maintenant la performance réelle de croissance, c'est-à-dire l'augmentation réelle du niveau de vie des Italiens entre 1950 et 1999, elle était tout à fait comparable à celle de l'Allemagne. Ce qui veut dire une chose très importante, que pour deux pays différents, deux politiques économiques différentes peuvent être bien adaptées à la situation de chacun de ces pays. On n'est pas obligé d'avoir tous la même politique économique pour obtenir de bons résultats en termes de niveau de vie et de croissance. C'est clair. Et alors, donc, malgré tout, on aboutit à l'euro. Alors, je voudrais dire que déjà, le chiffre que je vous donnais tout à l'heure, c'est ne serait-ce que pour essayer de faire des exportations. Alors, la France était un pays industriel avant 1999, et on peut dire qu'on a perdu quelques millions d'emplois industriels et une grande partie de notre industrie qui soit a été délocalisée, soit a fermé ses portes, mais ne serait-ce que, enfin, ceux qui restent. Si on veut vendre à l'étranger, si on veut vendre des objets à l'étranger, essentiellement, ça dépend du taux de change entre la monnaie en France et le dollar. Parce que le dollar représente la monnaie de référence internationale. Alors, on citait que peu à peu, l'euro, aujourd'hui, devient une monnaie de référence sur le plan international, mais comme monnaie de référence, elle représente peut-être 20% de celle du dollar. Oui, mais il faut surtout préciser le mécanisme. Ce que ne comprennent pas en général, ce que l'opinion publique ne comprend pas, c'est l'importance du taux de change. Or, nous sommes dans des économies largement ouvertes sur l'extérieur, à hauteur à peu près d'un tiers du produit national. Ça veut dire que nous exportons environ un tiers de nos productions et nous importons un tiers de nos productions également. C'est très important. Or, le taux de change va affecter directement nos prix à l'exportation et va affecter directement les prix rendus chez nous des produits que nous importons. Donc, si le taux de change n'est pas à son bon niveau, à son niveau économiquement justifié, c'est-à-dire à son niveau d'équilibre, si par exemple le taux de change est trop fort, eh bien ça veut dire que tous nos prix à l'exportation sont supérieurs à ceux de nos concurrents dans les pays étrangers. Alors, Donc, je voudrais juste terminer là-dessus. Ça veut dire que on peut très bien détruire une industrie avec un taux de change trop élevé. Alors, les gens qui objectent à cette situation disent, c'est clair, vous avez le taux de change impact sur les exportations. Par contre, eh bien, il est évident que, par exemple, si on achète des matières premières, si on a une monnaie très forte, ces matières premières, comme le pétrole, par exemple, vont nous coûter moins cher à l'achat, et donc ça va avoir un impact sur le coût de fabrication. C'est une espèce de rétrocession de... Voyons l'argument de près, si vous voulez bien. Effectivement, un taux de change fort va abaisser le prix de ce que nous importons. Pas seulement le pétrole, mais tout ce que nous fabriquons ici, qui est en concurrence avec des produits importés. Ça veut dire que toutes les industries françaises qui fabriquent des produits qui ont des concurrents à l'étranger vont se trouver pénalisés parce que les consommateurs vont choisir les produits semblables mais importés de l'étranger plutôt que les produits fabriqués en France. Donc ça va là encore détruire des industries. Donc c'est extrêmement dangereux d'avoir un taux de change surévalué. Alors en ce qui concerne l'énergie, qui est l'argument qu'on nous cite toujours concernant ce mécanisme, on nous dit oui, mais alors ça renchérit. Le fait de dévaluer va renchérir le prix de l'énergie, alors que le fait d'avoir une monnaie surévaluée nous donnait une énergie pétrolière bon marché. Oui, mais il faut bien voir que dans le prix de l'essence, par exemple, la part de la matière première, le pétrole, est extrêmement faible. Et tout est dans l'imposition. Tout est dans les taxes. Oui. Donc à 80% ou peut-être plus, le prix de l'essence est un prix fiscal. Donc le fait qu'une dépréciation de l'euro augmenterait le prix du pétrole rendu en France n'aurait guère d'impact sur le prix de l'essence à la pompe, si du moins le gouvernement n'en profite pas pour augmenter les impôts.
Je rappelle à nos auditeurs qu'ils écoutent le Libre Journal des sciences et des techniques. Notre émission est intitulée L'euro, une catastrophe pour l'Europe, et nous recevons le professeur Jean-Jacques Rosat, auteur du livre dont je vous recommande la lecture, L'euro, comment s'en débarrasser, édité chez Grasset en 2001. Alors, dans notre étude historique sur la jeunesse de l'euro, on arrive à la mise en place de l'euro dans les feux d'artifice, dans la satisfaction en apparence générale, à l'exception des personnes âgées qui ont du mal à comprendre quels sont le prix des choses, puisque en fait en Allemagne tout a été fait pour les Allemands, puisque 1 euro égale 2 Deutschmark, tandis que chez nous c'est 0,6,56, enfin une formule assez compliquée. Alors on peut considérer que ces choses sont secondaires, mais au début, lorsque l'euro est mis en place, eh bien très vite, il y a un taux de change par rapport au dollar qui s'institue. Et ce taux de change, eh bien c'était, peut-être que vous avez un chiffre plus en tête, c'est 0,85, c'est-à-dire 1 euro vaut 0,85 dollars, c'est-à-dire le dollar est fort par rapport à l'euro. Très vite, en quelques années, l'euro est passé à 1,20 $. Et il est monté jusqu'à quasiment 1,40 $ avant de redescendre actuellement, aujourd'hui, à 1,34 $. C'est-à-dire que tout de suite après l'introduction de l'euro, en 1999, l'euro s'est déprécié par rapport au dollar, en fait. Et il s'est déprécié de 25% ou 30%. Alors, ça a facilité les choses pour les Européens, parce que c'était une dévaluation ou une dépréciation. Donc, ça rendait tous nos produits à l'exportation vers la zone dollar plus compétitifs. Donc, ça a été une bouffée d'oxygène pour les industries européennes. Et à cette époque, la croissance en Europe était assez soutenue. On était vers les 4% de croissance par an. Donc, c'était bienvenu après la période où on s'était serré la ceinture en prévision de l'entrée dans l'euro, qui avait demandé des politiques d'austérité et donc qui avait freiné l'activité économique. Donc tout d'un coup, entre 1999 et 2002, les industries européennes ont bénéficié d'excellentes conditions à l'exportation, tandis que les exportations se ralentissaient pour la même raison, à cause de la faiblesse, de l'affaiblissement de l'euro. Et alors, après cela, eh bien entendu, les Américains, qui sont des gens très organisés, se sont rendus compte de cette situation et ils ont eu une politique assez subtile vis-à-vis du dollar qui finalement a fait que l'euro s'est considérablement renchéri. Est-ce que ceci est conforme à la réalité ou c'est un peu simpliste? Non, mais je dirais c'est partiel parce qu'il y avait aussi la politique européenne concernant l'euro. Et donc, initialement, le président de la Banque centrale européenne était un Néerlandais qui a très raisonnablement accepté de laisser l'euro se déprécier. Mais à sa mort, ou à son départ, plus exactement à la retraite, il a été remplacé par M. Trichet, qui était un activiste de l'euro et qui voulait maintenir l'euro dans le droit fil du Deutschmark qui l'avait précédé, et donc qui a appliqué des politiques plus restrictives aussi. Donc ça contribue à faire remonter l'euro à partir de 2003. Et il a atteint les sommets que vous citiez, à 1,40 ou 1,43, à la veille de la grande crise financière. Alors justement, je voudrais parler de témoignages, mais je ne vais pas citer de noms, en particulier d'industriels qui sont allés voir M. Trichet en utilisant l'argumentation que nous avions développée en début d'émission, c'est-à-dire qu'un petit peu d'inflation ne fait pas de mal. En gros, dans des pays comme la France, vous êtes mal si vous avez un taux d'inflation inférieur à 3 ou 4%. C'est parce que ce n'est pas adapté à la culture du pays, en quelque sorte. Et ils sont allés voir M. Trichet, qui a carrément les a envoyés balader en disant qu'il ne connaissait rien à l'économie, et que, je cite, ce sont des paroles qui m'ont été rapportées, et que, effectivement, plus l'inflation était basse, mieux on se portait.
Ce qui toujours, vis-à-vis de moi, ce que je peux imaginer des choses, m'avait beaucoup choqué. Mais vous, en tant que professeur d'économie, est-ce que j'avais tort en ayant cette opinion ? Non, vous aviez raison. Lorsque l'on veut faire baisser le taux d'inflation, il faut pratiquer une politique de restriction monétaire ou d'excédent budgétaire, c'est-à-dire réduire les dépenses publiques, réduire l'émission de monnaie. Tout cela ne favorise pas l'activité économique ni la consommation. Ça ne favorise pas du tout l'activité économique et je voudrais quand même insister sur, disons, un principe qui est très ancien. On juge l'arbre à ses fruits et en particulier tous les pays qui ont fait l'objet d'un très gros développement, que ce soit le Japon, les États-Unis, l'Europe, leur développement a coïncidé avec une période d'inflation solide. Alors, je ne dis pas d'inflation galopante, je dis d'inflation solide. Et lorsque l'inflation diminue pour arriver aux limites de la déflation, eh bien, la situation est moins claire. Oui, mais si vous voulez, plutôt que de poser le problème en termes uniquement d'inflation ou de déflation, qui sont des cas un petit peu extrêmes, le problème fondamental me semble être celui du taux de change. Le taux de change est un prix. Un prix, ça s'établit en fonction d'offre et de demande. Et donc, si le prix est fixé par des autorités et qu'il est fixé en dehors de sa zone d'équilibre, eh bien, c'est au détriment de l'équilibre d'ensemble de l'économie. Par exemple, si votre prix est fixé trop bas, vous provoquez des raretés. Mais maintenant, faisons le bilan, en gros, déjà, sur le simple fait de taux de change. Entre 2000 et 2003, l'euro s'est réévalué par rapport au dollar d'en gros de 0,85. Non, il s'est dévalué. Oui, il s'est dévalué par rapport au dollar. C'est-à-dire que le dollar était... il y avait 0,85 dollars pour 1 euro, et ensuite 1,20 $ pour 1 euro. Oui. Ce qui veut dire que c'est... Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. Je crois que c'est l'inverse. À savoir, l'euro valait 0,83 $. Oui. Et aujourd'hui, il est allé jusqu'à 1,40. 1,40. Et donc, ça veut dire qu'en fait, le fait que l'euro, disons, le dollar coûte moins cher par rapport à l'euro, c'est extrêmement pénalisant. C'est comme si on avait fait une réévaluation de notre monnaie de quasiment 50%. C'est-à-dire que prenez un industriel qui vend, par exemple, ses produits. Si, par exemple, ses concurrents vont avoir leurs produits libellés en dollars et en valeur constante, les produits américains deviennent bien meilleurs marchés que les nôtres. Oui, c'est beaucoup plus facile de raisonner en pourcentage, d'appréciation ou de dépréciation. Si vous dites l'euro s'est dévalué de 15%, ça veut dire tous les prix des produits qui étaient fixés en euros à 100 €, rendus aux États-Unis désormais, ils sont à 85 $, au lieu d'être à 100. Il y a une baisse du prix rendu à l'étranger. Si l'euro s'apprécie de 15%, les prix de 100 € qui aux États-Unis se traduisaient par 100 $ donnent maintenant aux États-Unis un prix de 115 $. Donc ils sont invendables. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. Alors c'est ce qui s'est passé à partir de 2003. C'est ça, mais alors cette situation est quand même calamiteuse parce qu'on ne peut pas ne pas voir une relation de cause à effet avec la disparition d'une quantité incroyable d'emplois industriels Tout à fait. Se chiffre en millions, je crois. Il y a plus d'1 million d'emplois industriels qui ont été supprimés, et précisément parce que l'évolution de l'euro par rapport au dollar a fait que les produits devenaient invendables. Tout à fait, c'est ce que je vous disais. Dans une économie ouverte sur l'extérieur, le taux de change est le seul prix qui est le plus important dans toute l'économie. Pourquoi ? Parce qu'il modifie automatiquement le prix de nos produits rendus à l'étranger et il modifie automatiquement le prix des produits que nous importons rendus chez nous. Donc, on peut détruire une économie complètement
avec un taux de change surévalué. Alors prenons l'exemple de ce qui s'est passé entre 2000 et 2003, mettons pour simplifier, 99-2003. En fin de compte, c'est l'évolution des taux de change de l'euro par rapport à la monnaie de référence qui est le dollar, a complètement tué une grande partie de notre industrie. Pardon, non pas entre 1999 et 2003, mais à partir de 2003. Oui, mais mettons alors entre 2000 et 2005, par exemple. C'est ça, bon. Jusqu'à la crise financière. Jusqu'à la crise financière. Et alors, ce qui fait que d'un seul coup, si jamais, par exemple, on faisait un petit peu de politique fiction en imaginant que nous ne soyons pas rentrés dans l'euro. Et donc, nous sommes restés au franc en 1999 et nous avons toujours le franc. Eh bien, on n'aurait jamais connu cette situation. Je ne suis pas certain qu'on puisse le dire de façon aussi catégorique. Cela aurait dépendu de la politique monétaire de nos gouvernements. Mais c'est-à-dire, c'est quand même notre politique. C'était notre politique. J'imagine difficilement qu'un gouvernement français puisse choisir une politique qui détruit 1 million d'emplois industriels. Remarquez, c'est possible. Enfin. Il l'a fait entre 95 ou 94 et 99, puisque les conditions d'entrée dans l'euro impliquaient une politique de déflation en France. Et le gouvernement l'a fait, et ça a produit des conséquences extrêmement négatives. C'est-à-dire que vous êtes en train de me dire, professeur Rosa, que l'entrée dans l'euro a eu des effets calamiteux pour l'industrie française, non seulement après que nous soyons officiellement rentrés dans l'euro, mais avant. C'est-à-dire entre 1995 et 2000, on se prépare pour l'entrée dans l'euro, politique qui provoque d'austérité qui provoque la disparition d'un nombre élevé d'emplois industriels. Et une fois que nous sommes rentrés dans l'euro, patatras, ça continue. Attendez. Avant, donc, c'était la politique calamiteuse du franc fort que vous venez de rappeler. Mais à partir du moment de l'entrée dans l'euro, comme le président de la Banque centrale, dont le nom m'échappe à l'instant... Oui, c'était un Hollandais. A adopté une politique monétaire réaliste et il a laissé l'euro se déprécier massivement par rapport au dollar. Ça s'est relativement bien passé. Ça s'est relativement bien passé. Et c'est ensuite, quand le nouveau gouverneur de la Banque centrale, sous la pression allemande notamment, a décidé d'adopter une politique monétaire beaucoup plus sévère à partir de 2003 et a conduit l'euro à se réévaluer massivement par rapport au dollar jusqu'à 1,43, c'est à ce moment-là que cela a sinistré les industries européennes. Pour appeler un chien et un chat, c'est la politique de M. Trichet. Absolument. Et alors, j'aimerais ajouter un point que je crois très important et qui est totalement mal compris en France. Les critiques, quelques critiques qui se généralisent aujourd'hui à l'égard de l'euro, disent cette politique de création d'une monnaie unique européenne est une politique ultralibérale. Et tout ça, c'est la faute à l'ouverture de l'économie sur l'international. Mais pas du tout. La politique qui a été adoptée n'est pas une politique ultralibérale, c'est une politique d'intervention massive des autorités publiques sur le taux de change de la monnaie. C'est une politique interventionniste, ça n'est pas une politique ultralibérale, ça n'est pas l'ouverture économique en elle-même qui a coulé nos industries, c'est l'ouverture économique plus un taux de change de déséquilibre qui a pénalisé toutes nos industries. Alors, professeur Rosa, c'est assez clair que si nous sommes dans une situation de monnaie, qu'elle soit nationale ou unique, et si le prix de nos produits est compétitif vis-à-vis de l'extérieur, nous avons intérêt à exporter, nous avons intérêt à avoir un marché le plus ouvert possible, et à ce moment-là, ce que nous disent nos industriels, c'est vive l'exportation. Et j'ajouterai, si vous le permettez, nous n'avons pas à craindre les importations. Oui. Parce que les importations sont plus coûteuses désormais avec une monnaie qui est dépréciée. Et par conséquent, cela ne va pas détruire beaucoup d'emplois en France. Mais par contre, si on fait une politique du franc fort
ou une politique de l'euro fort, chose qui s'est passée entre 1995 et 2000, si vous voulez, pour simplifier, ou entre 2003 et plus tard, eh bien, nous aboutissons à une situation qui coule complètement notre industrie. Et c'est ce que nous avons vécu à 2 reprises. Alors, ce qui est en fait très ennuyeux là-dedans, c'est que on a l'impression que véritablement la politique, nous ne sommes pas maîtres de cette politique. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui est l'équivalent d'un instrument de torture dans lequel on s'est mis volontairement, et vous avez un bourreau qui serre les vis et on lui dit pitié monsieur le bourreau, mais on s'est mis dans cette situation sans avoir aucune possibilité d'en sortir, parce que en passant, nous reviendrons sur cette question bien entendu, mais les traités qui nous ont mis dans l'euro, c'est essentiellement le traité de Maastricht. Alors très peu de gens, d'hommes politiques, se sont élevés contre le traité de Maastricht. Il y en a eu quelques-uns. Vous vouliez dire quelque chose? Non, je voulais juste dire que c'est dans les traités de Maastricht et dans les statuts de la Banque Centrale Européenne qui a été créée donc à l'occasion. Oui, parce que ces statuts de la Banque Centrale Européenne sont très curieux. Ce n'est pas du tout comme la Réserve fédérale aux États-Unis, qui d'ailleurs, c'est un autre problème. La Réserve fédérale est en fait, ce que peu de gens savent, de statut privé, enfin, en quelque sorte. Mais par contre, elle agit dans l'intérêt réel de l'économie américaine prise dans son ensemble, tandis que la Banque centrale, eh bien, a eu tendance, d'après ce que l'on peut constater, à agir quasiment uniquement, sauf peut-être à ses débuts, pour les intérêts de l'Allemagne. Disons que ces statuts ne prévoient pas, contrairement à la Fédérale Réserve américaine, il n'y a pas d'objectif de croissance d'économie réelle et de l'emploi. Il y a juste la stabilité de la monnaie. Stabilité des prix. Et c'est là où l'on retrouve votre préoccupation tout à l'heure sur l'inflation. Il est mentionné que l'inflation, en Europe, la Banque Centrale Européenne doit être gérée de façon à ce que l'inflation n'atteigne pas ou ne dépasse pas 2% l'an. C'est-à-dire c'est un objectif extrêmement bas. Donc ça implique une politique monétaire serrée. Et donc, c'est évident que par rapport à ce que nous disions sur l'inflation, eh bien, on est en dessous de l'inflation optimale, c'est-à-dire c'est quelque chose de restrictif, c'est une politique qui n'est pas propice au développement économique. Et ce qu'il faut bien voir, c'est que ça veut dire exactement la même chose qu'une politique de l'euro fort. N'est-ce pas ? Plus vous réduisez, plus vous fermez le robinet de la création monétaire, plus votre inflation baisse et plus la valeur de votre monnaie sur les marchés internationaux augmente. Donc une politique de restriction monétaire telle qu'elle est imposée par ces statuts à la Banque Centrale Européenne est une politique d'euro fort. Et l'euro fort détruit la compétitivité de nos économies. Donc, en résumé, si nous voulons plus ou moins faire un résumé du point où nous sommes arrivés, je répète pour nos auditeurs qui ont pris l'émission en cours, qu'ils écoutent le libre journal des sciences et des techniques sur Radio Courtoisie, animé par Paul de Vels, et nous recevons ce soir le professeur Jean-Jacques Rosat de l'Institut des sciences politiques, auteur de l'euro, comment s'en débarrasser chez Grasset. Et le titre de notre émission est aussi un résumé en soi, l'euro, une catastrophe pour l'Europe. Alors, nous parlions de la mise en place dans l'euro. Et donc, la politique du franc fort entre 1995 et 2000 a été une catastrophe pour l'industrie française puisqu'elle a provoqué la montée du chômage. Ensuite, au début de l'euro, pendant quelques années très courtes, eh bien, l'euro ayant un taux de change bas par rapport au dollar, ça a été bénéfique. Et ensuite, la politique de M. Trichet alignée sur les demandes allemandes en cherchant à diminuer autant que faire se peut le taux d'inflation, a provoqué une réévaluation de l'euro par rapport à un dollar jusqu'à aboutir à des sommets, c'est-à-dire 1,4 $ pour un euro, ce qui est absolument un assassinat
directe d'une grande partie de l'industrie française. Et le résultat, c'est que en une décennie, eh bien, nous avons perdu entre 1 et 2 millions d'emplois industriels. Et ces personnes qui se retrouvent maintenant en état de chômeur, enfin, c'est une situation qui est une catastrophe véritable pour l'industrie française et pour l'emploi industriel français, puisque ça revient à rendre de tout ce que nous fabriquons beaucoup plus cher que ceux de nos concurrents. Alors, certes, on objectera qu'on peut peut-être s'acheter un téléviseur pour moitié moins cher que autrefois, mais par contre, si on veut vendre n'importe quel appareil, on ne trouvera pas preneur parce qu'il est trop cher. Et le résultat, c'est que nous avons cette population de personnes qualifiées qui se trouvent au chômage. Alors, on arrive en 2005, et là, petit à petit, on va rentrer dans la crise. La crise, c'est encore autre chose, parce que vous avez, je crois, 2007, c'est l'année de la crise des subprimes, et il va y avoir une crise absolument majeure, et cette crise a complètement changé la donne pendant quelques années. Professeur Rosa, pourriez-vous parler de cette espèce de période de crise? Est-ce qu'avant cela, je pourrais ajouter un mot concernant le fonctionnement de l'euro proprement dit? Je vous en prie. Car ce qui est en cause, ce n'est pas seulement le taux de change de l'euro par rapport au dollar et à l'ensemble des pays qui utilisent le dollar ou dont la monnaie est liée au dollar. Il y a un problème majeur qui se situe à l'intérieur même de la zone euro. Parce que les évolutions de prix ne sont pas les mêmes en Allemagne, en France, en Italie, en Espagne et au Portugal. Autrement dit, depuis 1999, les prix et les salaires allemands ont très peu ou pas augmenté du tout, alors que les prix et les salaires français ont augmenté en cumul sur l'ensemble de la période, disons, de 1999 à aujourd'hui, d'environ 15%, ou peut-être plus. Je crois que c'est 23%. Ou 23%, ça dépend des années de référence que l'on prend. Et donc, en Italie, c'est beaucoup plus, et en Espagne également beaucoup plus. Cela veut dire que normalement, il y aurait eu, si nous avions conservé des monnaies nationales, des ajustements de change, comme on les évoquait tout à l'heure, qui auraient compensé ces différences d'évolution d'inflation entre les pays. Mais désormais, nous étions dans un système de taux de change absolument fixe, parce qu'une monnaie unique, c'est comme si on avait des taux de change définitivement fixés. Donc, plus d'ajustements possibles à travers les variations de taux de change. C'est comme une automobile dont on aurait supprimé les amortisseurs. Donc désormais, les pays qui ont plus d'inflation que l'Allemagne se trouvent dans une situation où ils ne peuvent plus vendre en Allemagne et où par contre, chez eux, les produits allemands sont très bon marché. Et donc il y a des déséquilibres qui se sont accumulés pendant toute cette période à l'intérieur de la zone euro. Et ça, c'est dramatique parce que le commerce à l'intérieur de l'Europe est la partie la plus importante de notre commerce extérieur. Alors c'est vrai, et cette situation est quelque chose dont on a peine à se rendre compte, parce que en fait, on peut le voir, même si on est un particulier et pas un industriel, ne serait-ce que dans les prix des services. Prenons l'exemple de l'Espagne ou de l'Italie. Eh bien, si vous alliez dans un hôtel italien ou dans un hôtel espagnol, eh bien, vous payez des prix très bon marché, relativement. C'est-à-dire, c'était une affaire d'aller passer ses vacances dans ces pays-là. Je ne parle pas de la Grèce. Et d'un seul coup, à cause du renchérissement disons, de l'inflation à l'intérieur de ces pays, c'est devenu extrêmement cher. Et aujourd'hui, par exemple, des pays du Sud sont devenus chers par rapport à des pays du Nord, précisément parce qu'ils ont conservé une inflation alterne très élevée. Alors, ces déséquilibres qui auraient été compensés par des dévaluations des monnaies locales n'ont pas pu être compensés, ce qui veut dire qu'on arrive à des aberrations. Mais est-ce qu'on pourrait, à ce niveau-là, aussi parler des problèmes des emprunts?
parce que c'est un des points importants, c'est le problème de la rentrée dans l'euro. On imposait statutairement, ça c'est le traité de Maastricht si je ne m'abuse, qui imposait qu'on ne dépasse pas un déficit des dépenses publiques dépassant 3%. C'était les conditions d'entrée dans l'euro. Et également un endettement qui ne devait pas dépasser 60%. Alors il faut bien voir que cette situation est complètement, n'est absolument pas respectée, du moins par nous-mêmes, puisqu'on est aux alentours de 4,7% aujourd'hui, si je ne m'abuse, et on atteint quasiment les 100%. Tout à fait. Et alors il y a deux phénomènes, je crois, deux mécanismes qui est important de comprendre. D'abord, l'absence d'ajustement par les taux de change que vous venez d'évoquer. Elle a donc provoqué des récessions dans les pays dont l'inflation était supérieure à l'inflation allemande. Donc dans les pays du Sud, en gros, et en France également. Puisqu'il était de plus en plus difficile d'exporter vers l'Allemagne, et en revanche, on importait de plus en plus de produits allemands. Donc l'activité française ou italienne ou espagnole était freinée considérablement, ce qui explique une grande partie du ralentissement des taux de croissance et de la montée du chômage dans ces pays. Ça, c'est un déséquilibre dû au taux de change. Mais quand il y a eu ces déséquilibres en situation de récession, que pouvaient faire les gouvernements ? Ils n'avaient plus à leur disposition ni l'instrument du taux de change, ni l'instrument des taux d'intérêt, puisque le taux d'intérêt était fixé de façon unique par la Banque centrale européenne désormais. Donc que pouvaient faire ces gouvernements pour essayer d'amortir, d'amoindrir les effets négatifs de la récession? Eh bien, ils ont fait du déficit budgétaire. Ils ont dépensé davantage. Dépenses sociales, compensation pour le chômage, etc. Tout cela a augmenté les déficits. Cela veut dire que ça a augmenté l'accumulation de dettes publiques. Et deuxième effet, j'ajouterais que c'était d'autant plus facile que les taux d'intérêt étaient uniques dans la zone européenne. Qu'est-ce que cela veut dire, taux d'intérêt unique ? Quand la Banque centrale fixe le taux d'intérêt à, mettons, 4%, dans un pays comme l'Allemagne où l'inflation n'était que de 1%, ça veut dire que le coût réel de l'emprunt était de 3%, 4 moins 1. Mais en Espagne, où l'inflation était traditionnellement plus élevée, ou en Italie, et où elle était peut-être encore de 6 ou 7%, un taux d'intérêt de 4% nominal, ça veut dire un taux négatif de moins 3%. Donc on a intérêt à emprunter tout ce qu'on peut emprunter. On emprunte tout ce qu'on peut. Le gouvernement emprunte, et les promoteurs immobiliers empruntent, et les acheteurs de logements empruntent, parce que c'est une affaire. Bien entendu, on a intérêt à emprunter tout ce qu'on peut au maximum des possibilités, et ça crée ce qu'on appelle une bulle. Une bulle immobilière, mais ça crée aussi l'endettement des gouvernements. Les gouvernements n'ont plus l'arme monétaire, ils n'ont plus l'arme du taux de change. Ils ne peuvent que dépenser pour essayer d'amortir le choc. Donc, ils dépensent plus qu'ils ne prélèvent, et donc ils empruntent et ils s'endettent davantage. Alors c'est une situation calamiteuse, et il faut donner une idée de ce qui se passe aujourd'hui. La France, aujourd'hui, est endettée de l'ordre de 2000 milliards d'euros. C'est à presque 100% du produit national. Presque 100% de son produit intérieur brut. Et la charge de la dette coûte par an 130 milliards d'euros. C'est-à-dire l'équivalent de tout l'impôt sur le revenu. Donc on paie, je crois que dans ces 130 milliards, il y a 80 milliards je crois, d'intérêts, ou c'est l'inverse, 80 et 40, mais c'est de cet ordre. Ça veut dire qu'on est en train de payer des intérêts pour de l'argent qu'on a été obligé d'emprunter à cause de cette situation méphitique. Mais je voudrais souligner que les Allemands, notamment, accusent les pays de l'Europe du Sud d'être mal gérés, de gabegie, etc., parce qu'ils empruntent. Mais il faut bien voir que c'était la seule solution qui restait à ces gouvernements une fois qu'on leur a enlevé l'arme de régulation conjoncturelle qu'est la politique monétaire. Ou alors, il y a une
revenir vers des politiques d'austérité complètement drastiques. Oui, mais quand on est déjà en période de récession, appliquer les politiques d'austérité, politiquement, c'est extrêmement difficile. Alors, on prendra le cas de la Grèce. La Grèce, actuellement, est dans une situation de quasi-faillite. L'État grec. L'État grec. Bon, si vous voulez, il faut distinguer l'État et le pays réel, mais parce que si on regarde... Mais le pays réel est aussi en très mauvaise posture. Le pays réel, si vous voulez, si on regarde une vision par avion de la région d'Athènes, on voit des quantités de piscines qui ne devraient pas exister parce qu'elles ne sont pas déclarées. Mais ceci étant, malheureusement, les Grecs ne sont pas... Enfin, la Grèce, l'État grec, n'est pas dans une situation extrêmement reluisante. Et la solution adoptée, qui consiste à véritablement, pour éviter le défaut de paiement, vendre quasiment tout ce qu'on peut vendre, les propriétés de l'État, etc., c'est une politique qui ne peut pas durer éternellement, c'est impossible. Et qui ne résout pas le problème, car en dépit des annonces périodiques nous indiquant que le problème grec est résolu, en réalité, l'endettement de l'État grec rapporté au PIB n'a pas baissé. Il continue même d'augmenter. Et il continue d'augmenter. Et donc, ceci, c'est comme une bombe à retardement, parce qu'on a véritablement une situation qui est complètement calamiteuse. Alors, là-dessus, il y a quand même une chose qui est intéressante, c'est que dans les statuts de la Banque européenne ne peut pas servir de dernier recours pour les États. C'est-à-dire que les États ne peuvent pas s'alimenter directement auprès de la source monétaire que représente la Banque européenne. Alors, ça veut dire que si un État veut emprunter, il faut qu'il émette des obligations, et ce sont des acheteurs qui seront soit des acheteurs des banques européennes, soit des acheteurs étrangers qui vont acheter sa dette, c'est-à-dire les titres qui représentent sa dette. Alors, il y a un mécanisme très curieux aujourd'hui, c'est que actuellement, M. Draghi, qui est le responsable de la Banque européenne, prête aux banques quasiment à un taux zéro. Et ces banques reprêtent de l'argent à l'État à des taux qui sont de l'ordre de 3,9%, enfin quelque chose comme ça. Et est-ce qu'on pourrait peut-être ouvrir une petite parenthèse sur cette théorie qui veut que la Banque centrale n'alimente pas directement l'État? Parce que c'est quelque chose, si on regarde l'époque où la Banque française, la Banque de France, alimentait directement l'État, c'est-à-dire l'État pouvait emprunter de l'argent à sa banque centrale, ça date de l'époque de Georges Pompidou, si je ne m'abuse. Oui. Mais le problème est le suivant. Si la Banque centrale refinance l'État, c'est-à-dire en fait rachète les obligations que l'État a émises dans le public ou auprès des investisseurs institutionnels, dans ce cas-là, in fine, ça va se traduire par des dépenses de l'État accrues. C'est-à-dire si l'État n'a pas une gestion saine. Voilà. Et donc, ça peut aller dans le sens de la création d'inflation. Oui, c'est-à-dire que ça aboutit ipso facto si l'État à des dépenses supplémentaires. À des dépenses supplémentaires qui ne peuvent se traduire que par une dépréciation de la monnaie. Oui, parce que l'offre est élastique, certes, mais pas infiniment. Donc, si vous augmentez beaucoup les achats qui viennent des dépenses de l'État, à un moment donné, ça va dépasser les capacités d'expansion de l'offre et donc de l'inflation. J'ai bien compris. Mais ce système, en quelque sorte, est une espèce de mécanique à gérer l'inflation. Voilà. Alors, donc, c'est un garde-fou, en somme, que de mettre des contraintes sur la capacité qu'a une banque centrale de refinancer l'État. Maintenant, le problème est spécialement aigu dans un ensemble défini par une monnaie unique où il y a plusieurs États. Parce que là, les incitations sont aggravées. En effet, si la France, unilatéralement, refinance, si la Banque de France refinance l'État sans limite, ça va se traduire dans l'inflation française. Donc, à un moment donné, quelqu'un va tirer la sonnette d'alarme en disant on ne peut pas continuer. Oui, mais à ce moment-là, ça aboutira à une dévaluation. C'est ça. Seulement, par contre, ça permet d'économiser sur le service de la dette. Oui, mais en tout cas, ça aboutirait, comme vous le dites, à une dévaluation. Et par conséquent, il y a des limites observables
à cette politique. Mais si vous êtes dans un ensemble de plusieurs pays qui partagent une même monnaie, si la France émet de plus en plus d'obligations qui sont rachetées par la Banque centrale européenne, ça n'est qu'une relativement petite fraction de la circulation monétaire dans l'ensemble de la zone euro. Parce que la zone euro est beaucoup plus vaste. C'est une économie plus importante. Donc, il ne va pas y avoir de traduction immédiate et très nette dans l'inflation de la zone euro venant de l'attitude irresponsable du gouvernement français. J'ai bien compris. Mais en admettant que le gouvernement français n'ait pas une attitude irresponsable, c'est-à-dire gère ses finances à l'allemande, eh bien, le fait de financer sa dette par sa banque centrale pourrait aboutir à une économie de 130 milliards d'euros. Oui, je ne le nie pas, mais je dis simplement que le souci initial, lorsque l'euro a été créé, c'était que chaque gouvernement se dise, bon, ben maintenant, je peux y aller, je peux émettre des emprunts, me refinancer auprès de la Banque centrale européenne, et la somme maintenant de tous ces comportements laxistes des différents gouvernements aboutirait finalement à déprécier l'euro. Chose que les Allemands craignaient avant tout. Et c'est pour ça qu'ils ont mis des verrous dans la capacité de la Banque centrale européenne. Eh bien, chers auditeurs, nous avons pour le moment une vision assez cohérente de la situation de l'euro jusqu'en, mettons, 2005. Et je voudrais résumer en quelques mots. Essentiellement, la période qui précède l'arrivée de l'euro, c'est-à-dire de 1995 à 2000, a été celle du franc fort et a provoqué une perte massive des emplois industriels. Et ensuite, la période de M. Trichet de 2003 quasiment à maintenant, pas tout à fait parce que Draghi est encore une autre affaire, a abouti encore à faire de la surenchère sur les pertes d'emplois. Donc jusque-là, l'euro n'apparaît pas comme quelque chose de très positif, sauf peut-être tout à fait à ses débuts. Alors, nous allons continuer dans la description des malheurs de l'euro et nous vous donnons rendez-vous dans cette deuxième partie d'émission dans quelques minutes où nous allons étudier également les moyens de nous en sortir.